Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel, Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une troisième vidéo autour de la thématique du moment, à savoir l'annonce faite par Quansheng vendredi concernant la sortie prochaine de deux transceivers, le TK11 et le TK11-8, dans la lignée des Quansheng K5 que vous utilisez probablement déjà. Si vous n'avez pas du tout entendu parler du TK11 et du TK11-8, je vous suggère de visionner les deux dernières vidéos que j'ai publiées sur ce sujet sur ma chaîne. Vous en saurez déjà un petit peu plus. Et au travers de cette troisième vidéo, en fait, j'aimerais mettre le focus sur le travail qui nous attend, nous, la communauté des hackers et des développeurs, si jamais on espère éventuellement pouvoir doter ce futur TK11, TK11-8 d'un firmware open source. Alors quand j'utilise le terme hacker, c'est dans le sens noble du terme, hein. C'est pas du tout péjoratif, bien évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, à la base, pour nous, dans un premier temps, ce TK11, ça va ni plus ni moins être qu'une boîte noire. On ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans actuellement. On n'en connaît absolument rien, mis à part quelques specs principalement fonctionnels. Donc quand on va recevoir ce poste, eh bien on va bien sûr le sortir de sa boîte, le mettre en charge, l'allumer, commencer un peu à jouer avec, mais ça c'est juste une partie infime du travail qui nous attend. Ce qu'il va falloir faire ensuite dans la foulée, ça va être de commencer par le démonter en espérant que ce soit aussi simple que sur le Quansheng K5, parce que sur le Quansheng K5, c'est extrêmement simple à faire. Et à partir du moment où on l'aura démonté, on va pouvoir commencer à passer à l'identification, l'analyse et l'inspection du PCB de façon à identifier les composants clés. Vous le savez, sur un Quansheng K5, vous avez un microcontrôleur qui est en gros le cerveau entre guillemets du poste de radio, le chef d'orchestre quelque part. C'est un DP32G030, donc un clone du Cortex ARM M0. Sur le TK11, on ne sait pas quel microcontrôleur va être utilisé. Alors là, il y a déjà en plus un premier dilemme. Si c'est un DP32G030, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait l'utiliser, on sait comment le programmer. Par contre, on va garder la contrainte des 64 kilos de mémoire flash, ce qui nous arrange pas vraiment si jamais on veut enrichir ce poste avec un firmware beaucoup plus musclé. Donc ça serait l'occasion de partir avec un nouveau microcontrôleur différent et offrant une capacité mémoire en mémoire flash qui soit supérieure. Alors là, encore une fois, je suis dans la spéculation totale, mais le premier boulot, ça va être d'identifier ce microcontrôleur. On va s'intéresser aussi à l'EPROM. Euh, D'après mes soupçons, vu que ce TK11 annonce 999 K de mémoire, je pense que l'EPROM sera une EPROM qui fera plutôt 64 kilooctets. Il va falloir effectivement le vérifier, bien évidemment. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'il y a autour, notamment l'écran. Sur un Quansheng K5, on a un ST7565. Est-ce que l'écran sera similaire ou est-ce qu'il offrira euh, peut-être, on ne sait pas, une résolution supérieure? Là, pour l'instant, on est aussi dans la spéculation. Idem, bien sûr, sur tous les composants radio. Le Quansheng K5 utilise un BK4819, un BK1080 pour la partie broadcast FM. Est-ce qu'à l'intérieur de ce TK11, on va trouver un SI4732 qui est utilisé sur les modes qui sont employés parfois sur les K5 pour étendre les capacités, notamment sur l'écoute des bandes HF? On n'en sait rien actuellement. Donc tout ça, il va falloir collecter en fait ces informations, analyser le PCB en détail et lister ses composants clés. À partir du moment où on aura listé ces composants clés, on va pouvoir espérer en tout cas de récupérer ce qu'on appelle les datasheets, c'est-à-dire les documentations techniques associées à ces différents composants, de façon à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment les programmer. Alors ça,
c'est en partant du principe que ces différents composants seront clairement identifiables, c'est-à-dire pas masqués par de l'époxy, et qu'on n'a pas affaire non plus à des composants un peu particuliers qu'on appelle des ASIC, donc des Application Specific Integrated Circuits, qui eux sont des composants des circuits intégrés qui sont souvent ultra spécialisés dans un domaine particulier. Vous n'avez pas la documentation sur ce genre de composants. Le fabricant, bien sûr, a l'information, mais la garde pour lui. Donc là, si on a affaire à des composants de ce type, ça va être encore plus compliqué. Donc autant vous dire que c'est pas gagné, mais ce n'est que le début de l'histoire. Alors ce n'est que le début de l'histoire parce que à partir du moment où on a fait cette première étape d'analyse, d'inspection du PCB, on va s'intéresser aussi un petit peu à la partie software, hein. On aura fait le tour du propriétaire sur la partie hardware, sur le software, il va falloir également regarder un peu à quoi s'attendre. Donc on va chercher typiquement à dumper, donc à faire une sauvegarde de la mémoire flash pour pouvoir notamment récupérer une copie du firmware d'usine, mais aussi de ce qu'on appelle le bootloader. On va vouloir sans doute dumper également l'EPROM, dans laquelle il y aura un certain nombre d'informations qui seront stockées. Et là, ça commence à se compliquer un peu. Pourquoi? Parce que il est probable qu'en fait, tous les outils qu'on a développés sur le Quansheng K5 soient inopérants sur le TK11. Il va falloir probablement les adapter ou carrément partir from scratch de zéro en essayant de pouvoir absorber, sniffer des dumps de ces différentes mémoires. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est compliqué? Oui, c'est compliqué, mais c'est faisable. Tout dépendra de ce qu'on trouvera dans le TK11. Alors je vous montre un truc que vous ne connaissez peut-être pas pour la plupart. Donc ici vous avez un PCB de Quansheng K5 et vous voyez ici là, sous mon doigt, vous voyez des petites pastilles qui se trouvent là, à ce niveau-là. Une petite rangée de pastilles. Il y a 4 pastilles. Si vous regardez bien, il y en a, je ne sais pas si ça se verra bien sur la caméra, mais les 3 premières, en partant d'ici, les 3 premières sont rondes, la dernière est carrée. Ces petites pastilles que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un port SWD. Et c'est très utile le port SWD. Donc SWD, ça veut dire Serial Wire Debug. Avec ce port, si vous avez, est-ce que j'en ai un là dans le coin? Oui. Si vous avez ce type de périphérique, donc ce qu'on appelle un ST-Link, donc c'est un périphérique USB, vous avez ensuite des pinoches ici, je peux vous en montrer un autre ici que j'utilise souvent, qui est celui-là, voilà, avec ces câbles en silicone, très pratique. Eh bien, si vous avez ce genre de périphérique ST-Link, vous allez pouvoir vous connecter sur ce port SWD et dumper ce qu'il y a dans la mémoire avec ce genre de périphérique. C'est fait typiquement pour faire du débugage en fait, et c'est comme ça qu'on peut éventuellement aller réparer, débugger des Quansheng K5, notamment ceux qui sont briqués éventuellement, hein. Donc ça peut être très très utile sur cette étape. Il y a aussi tout ce qui est JTAG, euh, tout ça en utilisant un logiciel qui s'appelle OpenOCD. On va pouvoir probablement, si ce port SWD est présent en tout cas, on devrait pouvoir commencer à faire parler, comme on dit, le périphérique et récupérer un certain nombre d'informations. Alors, une étape importante, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que si jamais on arrive à dumper le firmware, il y a fort probablement au tout début du firmware, on va trouver un bootloader. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et donc, à partir du moment où on aura récupéré une copie du firmware et qu'on va pouvoir l'analyser, on va aussi pouvoir du coup le désassembler. Alors là, on passe dans un langage très 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 bas niveau, donc qui est l'assembleur. Je pense que seuls ceux qui pratiquent la programmation depuis très très longtemps, qui ont connu la période des développements 8 bits ou qui ont fait du développement sur de l'embarqué ou ce genre de choses, savent de quoi je parle.
À partir du moment où on aura une copie du firmware, on va pouvoir le désassembler, regarder un certain nombre de choses, et notamment sur le bootloader, comprendre un peu comment tout ça s'articule, faire de l'ingénierie inverse, hein, tout simplement. Et ça prend énormément de temps. En parallèle de ça, il va falloir également tout simplement documenter au niveau bas niveau tout ce qu'on aura collecté comme information, éventuellement même aller jusqu'à refaire un schéma complet au niveau hardware du TK11 de façon à bien comprendre les interconnexions, qui communiquent avec quoi, les composants, leurs différents rôles, etc., etc. Ça a été fait sur le K5. Vous avez des, euh, des diagrammes complets avec le PCB. Vous pouvez avoir n'importe quelle valeur de résistance, de capacité. Tout a été documenté comme ça, mais c'est un travail de fourmi en fait, hein. Il faut bien le comprendre. À partir du moment où on a fait tout ça, euh, soyons clairs, on aura fait déjà un travail énorme avec un gros mal de tête. Donc là, c'est paracétamol obligatoire. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'à ce stade, eh ben, on n'a toujours rien en fait. On a un peu plus compris comment fonctionne ce poste, on entrevoit un peu ce qu'on pourra en faire, mais ça s'arrête à ça. Le gros, gros, gros du travail est à venir. Et ça va consister tout simplement à passer à la partie software. Donc sur la partie software, il va falloir commencer d'abord par mettre en place ce qu'on appelle une stack de développement, donc un environnement de développement, très probablement à base de Docker, parce que c'est très pratique, ça va pouvoir permettre de faire une isolation par rapport à l'architecture technique sur laquelle on travaille. Et puis là, on va y falloir se lancer dans les couches basses, dans les librairies et les drivers bas niveau pour implémenter de l'I2C, du SPI, qui sont des protocoles de communication assez classiques, série, parallèle, tout ce qui est UART, donc synchronisation entrée-sortie, tout ce qui peut être driver pour piloter les éléments clés du poste, clavier, écran. Et tout ça, ça prend du temps et c'est extrêmement pointu à faire. À partir du moment où on aura finalisé cette étape, on pourra caresser l'espoir de se lancer dans un développement d'un firmware open source pour tout simplement commencer d'abord par cloner le firmware par défaut d'usine livré avec le TK11. Ce travail, c'est un travail qui avait été réalisé notamment par quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Dual Tachyon, qui a fait un travail absolument phénoménal sur ce poste et qui a conduit ensuite au développement de gens comme One of Eleven, Faxei, tout ce qui est également Exhumer bien sûr, et puis moi dans la foulée. S'il n'y a pas Dual Tachyon, vous n'avez pas le reste. Donc ça, c'est très très important à comprendre. C'est un travail qui est absolument phénoménal à réaliser. Pour vous donner une petite idée, moi sur la partie firmware F4HWN, où j'ai pu profiter du coup du travail du Altakion notamment, et puis ensuite des premières évolutions apportées par One of Eleven, Faxei, Exhumer. Aujourd'hui, ça représente un développement qui gravite autour d'à peu près 200 fichiers écrits en C et C++, et ça représente à peu près 50 000 lignes de code en langage C. Et quand je dis ça, c'est sans prendre en compte les librairies et les drivers bas niveau. Donc c'est extrêmement conséquent, c'est complexe, et ça demande énormément de temps. Pour vous donner une petite idée, à titre personnel, je pense que sur le développement du firmware F4HWN depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'estime avoir passé un peu plus de 400 heures à ce projet. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Et bien évidemment, 100% bénévole. Euh, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pendant toutes ces étapes que je vous ai décrites, et notamment à partir du moment où on commence à toucher à la partie software, à la partie logicielle, on va se heurter en permanence à un problème, un gros risque. Et ce gros risque, c'est tout simplement celui de transformer son TK11 en brique, c'est-à-dire en quelque chose qui devient totalement inutilisable. Euh, Vous avez
certainement tous eu quelques craintes les premières fois où vous avez flashé votre QuanChain K5. Vous m'avez souvent entendu vous dire également que, rassurez-vous, le QuanChain K5 est quasiment indestructible, très très difficile à briquer. Moi, personnellement, j'ai toujours réussi à les réveiller, mais parce que je sais un peu comment le QuanChain K5 fonctionne au travers de toutes les découvertes et les réalisations qui ont été faites au préalable. Là, sur le TK11, est-ce que le TK11 aura la même robustesse, le même niveau de résilience que le QuanChain K5? Est-ce qu'on pourra toujours réussir à s'en sortir, notamment en utilisant une clé ST-Link pour éventuellement utiliser un port SWD, s'il existe? Est-ce qu'on aura toute cette facilité? Je n'en sais rien. Mais il y aura toujours un risque pendant cette phase de tâtonnement où on essaye de comprendre un peu comment ce poste fonctionne, bah de tout simplement briquer son TK11. Donc il faudra faire très très attention à ça et être très vigilant. Quand bien même on commencera à avoir un firmware alternatif, ouvert et open source, ben, il faudra passer tout de même à une étape supplémentaire qui est notamment le développement de tous les outils tiers, parce que c'est bien beau d'avoir un firmware, mais encore faut-il qu'il soit simple à installer. Donc il va falloir développer également des outils pour pouvoir flasher le poste. Si on vous demande tous d'acheter une clé ST-Link et d'utiliser OpenOCD ou ce genre de choses, ça va être la panique à bord. Donc il va falloir tout simplement développer des outils, typiquement pour flasher en ligne de commande ou depuis une application, genre application Windows ou autre, ou depuis un navigateur. Alors là, il faut savoir en plus que typiquement on change de technologie, hein. Le firmware est développé en C, C++, un tout petit peu d'assembleur. Prenez un flasher en ligne, par exemple, celui que moi j'utilise le plus souvent. Bon, bah là, c'est de l'HTML, CSS et du JavaScript. Donc, on change complètement de langage. Quand bien même on va doter le TK11 d'un outil pour pouvoir le flasher facilement, vous allez très légitimement nous dire, mais attendez, et maintenant on fait comment pour le programmer? Parce que c'est bien joli, mais depuis le poste, c'est chiant. Donc, il va falloir également développer un driver Chirp. Alors pareil, un driver Chirp, bah, vous prenez le driver F4HWN, c'est plusieurs centaines de lignes de code, hein. Il doit y avoir, je sais pas, 2000, 2500 lignes de code, peut-être 3000, je sais plus exactement. Et là, on change encore de langage, c'est du Python. Donc ça, clairement, il faudra passer également par l'écriture d'un driver Chirp. Ça fonctionnera pas avec les drivers actuels, ça c'est certain. Bien sûr, il va falloir aussi éventuellement développer différents petits outils pour sauvegarder les proms, bien conserver la calibration, faire une sauvegarde du firmware d'usine au cas où pour pouvoir le remettre, etc., etc. Donc, en termes de développement logiciel, inutile de vous dire que ça ne s'arrête pas au firmware. C'est également tout l'écosystème qui est autour. C'est long. C'est pas les mêmes langages, ça va prendre du temps. Au-delà de ça, c'est bien beau, mais forcément, bah, il va falloir également rédiger de la documentation technique, mais aussi fonctionnelle. Documentation, wiki, probablement, vous me connaissez, en tout cas me concernant, faire quelques vidéos de présentation. Ça prend aussi du temps. Et puis, ensuite, au fil de l'eau, gérer les issues, donc toutes les anomalies, les bugs qui vont être remontés, faire le tri entre les vrais bugs et les bugs imaginaires ou ceux liés, comme d'habitude, au fait que une bonne partie des bugs se trouve entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire au niveau de l'utilisateur, hein, qui n'a pas forcément bien compris comment utiliser tout ça, sans oublier bien sûr la gestion de ce que j'appelle les truites les moins oxygénés du ruisseau, puisqu'il y aura toujours des emmerdeurs qui vont être là, qui vont se plaindre parce que le poste ne fera pas suffisamment ceci ou pas assez bien cela, ou parce qu'il n'y a pas les mêmes fonctionnalités que ce qu'il y avait à gauche ou à droite. Et ça, c'est hyper chiant et épuisant. Mais il y aura également cette étape-là. C'est inévitable, malheureusement. Bref, euh, tout ça pour dire que ne rêvez pas, ce futur TK11 risque, dans un premier temps et pendant longtemps, de rester une boîte noire. Ça sera un poste
classique, standard, sorti de sa boîte, comme vous pouvez en trouver si vous achetez un poste chez Yaesu, Kenwood, Ecom. Le firmware sera le firmware d'usine. Est-ce qu'il pourra évoluer? Bah, ça dépendra en fait, ni plus ni moins, de l'énergie que va mettre la communauté et notamment la mobilisation des hackers et des développeurs. Bien évidemment aussi l'aide éventuelle de Quancheng et puis bien sûr le soutien de la communauté. Comprenez bien une chose, c'est que, et je l'avais expliqué à Quancheng l'été dernier quand j'avais discuté avec eux sur les évolutions possibles du K5 et qui ont amené du coup à la sortie de ce TK11. Ce que je leur expliquais, c'est que le Quansheng K5, s'il a eu du succès, c'est pas pour ses capacités techniques et notamment pour ses caractéristiques radiophoniques, hein. Très clairement, le Quansheng K5 n'a rien d'exceptionnel. C'est un poste lambda à 20 balles. Voilà. Maintenant, on en a pour son argent. Pourquoi? Parce que l'écosystème qu'il y a autour, le firmware, les firmwares qui ont été développés, euh, ont conduit à étendre notamment le périmètre fonctionnel du poste et à proposer tout un tas de choses sympathiques. Ça reste aussi une radio intéressante pour développer tout un tas de projets radio amateurs avec donc du coup une vraie plateforme de développement en quelque sorte, hein, puisqu'on a une vraie radio, on peut s'en servir pour faire des balises, pour faire tout un tas de choses, hein. On peut développer des firmwares ultra spécialisés pour des besoins particuliers dans le domaine de la radio. Donc tout ça, ça marche bien parce que ce poste est bidouillable, parce que il y a eu tout ce travail fait par la communauté. Mais si vous prenez un Quansheng K5 sorti de sa boîte, ouais, ça coûte 20 balles, quoi. Mais est-ce qu'on a envie d'en acheter 2, 3, 4, 5? Si on peut pas le modifier, la réponse est non, hein. C'est le genre de truc qu'on va traîner dans un coin, on va jouer un peu avec, et puis il va finir dans un fond de tiroir. Le succès du Quansheng K5 est lié au fait qu'il ait un potentiel en termes de bidouillabilité, pardonnez-moi du néologisme, qui est hors du commun. C'est tout. Le TK11 aura probablement le même problème, c'est-à-dire que si on trouve le moyen technique et le temps de s'intéresser à son fonctionnement de façon à produire effectivement un firmware open source, oui, on fera peut-être tout un tas de choses très sympathiques avec. On peut que spéculer pour l'instant, on ne connaît pas ses caractéristiques techniques. Mais si on n'y arrive pas ou si personne de la communauté se lance dedans, bah, le TK11, ça restera un poste comme les autres. On ne connaît même pas encore son QSJ, hein. Donc voilà. Donc pas d'emballement, il est urgent vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Je vous cache pas non plus que si jamais ce TK11 et acheté par deux, trois personnes, il n'y a aucune motivation, en tout cas de ma part, à travailler sur un firmware pour un poste qui sera utilisé quasiment par personne. Il faudra vraiment qu'il y ait une adoption forte de la communauté pour que la communauté s'y intéresse. Et là, je ne parle pas que de moi, bien évidemment. Il est évident que si ce poste n'intéresse qu'une minorité de gens, parce qu'il est trop cher, par exemple, ou parce qu'il n'est pas modifiable, bah, la communauté va s'en détourner, très probablement. Le dernier point également, et qui me fait très très peur, je vous le cache pas, c'est éventuellement les dérives mercantiles et la tentation de vouloir faire du fric avec ce futur TK11. Le Quansheng K5, on l'a vu, est un succès. Et encore une fois, c'est un succès de par cette capacité à pouvoir le modifier, l'adapter, bidouiller, bricoler des choses dessus. Certains vont peut-être avoir l'idée, je ne sais pas, de se dire ouais, ben, on a passé du temps sur le Quansheng K5, pour le TK11, on va pas le faire gratos, hein. Et je pense que certains vont probablement avoir cette tentation de tout simplement essayer de développer un marché gris autour de ce TK11 et peut-être de travailler sur des firmwares mais en gardant toute l'information close source. Ça, c'est déjà vu. Bon. Et ça serait un véritable drame. Alors, de mon côté, vous le savez, j'ai continué en fait le travail fait par mes pairs, que ce soit Dual Tachyon, One of Eleven, Faxei, Exuner.
La licence n'a pas changé, c'est la licence Apache 2.0. Le code source de mon firmware est disponible. Il a été forqué je ne sais combien de fois sur mon dépôt GitHub. J'aspire à ce qu'il en soit de même si un développement débute sur le TK11. Mais attention, j'ai bien peur que certains ne jouent pas le jeu de la communauté et travaillent dans leur coin, voire en profiteront éventuellement de l'avancée que feront certains au nom de l'open source. Donc, attention à cette dérive potentielle qui pourrait un peu changer la donne. Si jamais je vois de mon côté que ça part dans le mauvais sens, eh bien je resterai cantonné sur le QuanChain K5 et j'éviterai de mettre les doigts dans la prise du TK11 parce que je n'ai absolument pas envie de travailler pour faciliter le travail de gens qui vont faire de l'argent sur le travail des autres. J'ai un petit passif là-dessus. Voilà, je vais éviter d'être une fois de plus entre guillemets victime de ce genre de barbarie. Voilà les amis. Donc tout ça pour dire que il va falloir être extrêmement patient et l'avenir en fait nous dira ce que la communauté va faire de ce TK11. Attendons déjà de voir ce que va nous fournir Quancheng. Est-ce que ce poste a du potentiel? Est-ce que ça mérite de s'y intéresser? Est-ce que Quancheng nous aide, nous accompagne? On le verra dans le futur. En tout cas, retenez une chose, c'est que ça sera un travail qui sera probablement extrêmement long, extrêmement chronophage, extrêmement compliqué aussi. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans une vidéo précédente, je me sens pas capable de le faire tout seul. Donc, bah, on verra comment réagira la communauté. Bien évidemment, je suis volontaire pour continuer, en tout cas dans le cadre strict d'un travail dans le domaine de l'open source, bien évidemment. Voilà les amis, je pense que j'ai été super méga long. Je sais pas trop si cette vidéo va intéresser grand monde, mais comme ça vous avez un peu ma vision des choses sur ce prochain TK11 et TK11.8. Donc comme d'habitude, bah, sous la vidéo vous allez trouver la description avec quelques informations et sous la description les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et puis d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée, même s'il est déjà 23h24. Bon courage pour celles et ceux qui reprennent le QRM Pro demain. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et puis on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo si j'ai des choses pas trop idiotes à vous dire. Allez, 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.